Chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous allons faire notre émission Grand Angle d'aujourd'hui. Beaucoup d'émotions et de tristesse maintenant que nous avons appris le kidnapping et la mort de notre sœur Sephora Aweso, après celle de plusieurs de nos hauts cadres comme le docteur Nkwa, ou de nos combattants, de nos amis de lutte pour la démocratie comme Jean-Luc Maleka. S'agissant de notre sœur Sephora, il faut reconnaître que les Congolais sont perturbés. Perturbés parce qu'ils ont été très préoccupés par les déclarations qu'Aimé Idever Moigny avait faites sur la sécurité de l'État, sur notre sécurité. Nous sommes préoccupés parce qu'à Brazzaville, nous vivons des phénomènes et dans des grandes villes de bébés noirs et d'autres. Et aujourd'hui, Sephora a été retrouvée avec les organes génitaux pratiquement enlevés, avec le corps en décomposition. C'est une image extrêmement triste qui fait que nous sommes en deuil. Mais nous avons pensé, au regard de la gravité de la situation, qu'il est temps que les gouvernants, au-delà du sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, que les gouvernants prennent les dispositions pour que l'article 228 de la Constitution soit appliqué. Il s'agit de quoi cet article? Il s'agit du Conseil national du dialogue, qui est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes d'intérêt national au niveau du Congo. Et aujourd'hui, au-delà des grands problèmes que nous connaissons et que nous avons, la sécurité préoccupe tous les Congolais. Il est important. Il y a quelque temps, le ministre de l'Intérieur a annoncé la tenue d'une concertation politique. Ce qui se passe au Congo dépasse le cadre d'une concertation politique, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte ni réglementaire ni législatif. J'invite les gouvernants, au-delà du sujet que je vais aborder, à y réfléchir sérieusement et à prendre leurs responsabilités pour que les Congolais se retrouvent autour d'un conseil national de dialogue. Au-delà de ça, j'ai l'habitude de vous dire que généralement, je choisis un sujet qui est lié à l'actualité. Et j'ai une actualité qui est plus ou moins connectée à ce qui se passe avec notre sœur, à ce qui se passe aux problèmes de sécurité que nous avons. J'ai intitulé ça le fonctionnement des institutions ainsi que les droits et libertés des citoyens congolais. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je suis très préoccupé d'avoir suivi sur les réseaux sociaux un certain nombre de vidéos qui concernent la vie, la sécurité de beaucoup de nos compatriotes, qui concernent également le fonctionnement des institutions. C'est pour ça que je vais aller droit, en commençant par le premier sujet. Le premier sujet, je suis préoccupé par une vidéo que j'ai suivie, faite par M. René Mokono, un citoyen congolais, qui, si j'ai bien compris, est également membre du parti UDH-UPI. Dans cette vidéo, il a fait apparaître qu'il était en danger, qu'il était traqué par les éléments de police. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est de suivre à travers cette vidéo que dans l'hôtel où il était logé, à 3h15 du matin, des civils s'y sont pointés, avec des policiers en armes, dans une BJ, pour le rechercher. Dans la nuit, on a vu un homme de main de Badiabio qui est venu à l'hôtel où je résidais à 3 reprises à 20h pour demander si j'étais là. Bon, mais les gens du quartier, comme ils me reconnaissent gentil et tout, on lui a dit que j'étais sorti. Et donc, c'est un homme de main, la même personne. C'est l'un des gardes-corps de Badiabio qui a même déjà cassé les phares et les vitres du véhicule de l'honorable Toumi, le cadeau au président Pafekola. Donc, c'est le même monsieur qui est venu avec la police la nuit à 3h15. Dieu merci pour lui. Ils n'ont pas eu accès et je crois qu'il n'était pas là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est rentré en clandestinité.
Quand est-ce que les Congolais vont se sentir en sécurité dans leur propre pays? C'est la première question que je pose. Et je souhaite, sur la question de René Mokono, qu'une enquête soit ouverte, que les responsabilités soient établies et que la lumière soit faite sur cette affaire. Le deuxième sujet que j'évoque intéresse l'association des jeunes, l'association des jeunes de l'Espérance, qui est dirigée par Castelin Cédric Balou, qui nous a fait un récit, qui a voulu suivre ce qui est prévu dans la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution? L'article 27 prévoit la liberté de manifestation. Et dans ce cadre, il avait écrit au nom de son association à la préfecture pour obtenir une autorisation en vue de tenir une marche, appelée marche de la rupture, qui devait avoir lieu le 11 avril. Je crois qu'il a écrit le 22 mars. C'est le 9 avril qu'il a reçu la réponse, qu'ils ont reçu la réponse de la préfecture de Brazzaville, qui leur a annoncé que cette marche était inopportune, non fondée, et qu'elle était susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Nous étions reçus, comme je l'ai dit hier, par le secrétaire général de la préfecture, où on nous a clairement notifié que nous n'avons pas le droit de marcher. Lorsque nous leur avons demandé les raisons du refus, ils ont été incapables de nous donner ces raisons. C'est pour dire que cette décision qui a été prise est une décision arbitraire. Alors, dès lors que les autorités ne se soucient plus du peuple, dès lors que les autorités ne se soucient plus de leur jeunesse, en ce moment, la loi est mal interprétée. Et donc, face à une loi injuste, la population a le droit et devoir de désobéir à cette loi injuste. La loi ne peut pas simplement être interprétée pour couvrir le pouvoir, pour couvrir nos autorités et qu'on interprète en défaveur de la population, en défaveur de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombre d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre avec moins d'$1 par jour dans un pays aussi riche que le Congo? Ou nous devrions nous lever pour prendre notre destin en main, pour prendre notre avenir en main? Et à partir de ce moment, n'ayant pas compris les motivations réelles de la préfecture, il était déterminé à faire sa marche avec ses amis, même s'il devait être en un nombre extrêmement réduit. Mais finalement, il nous révèle qu'il a été kidnappé en pleine rue, qu'il a subi des traitements un peu curieux puisqu'on lui a demandé de s'allonger pour que les Congolais ne puissent pas l'apercevoir. Et il a suivi un chemin de la croix au cours duquel il a subi beaucoup d'interrogatoires. Nous avons été infiltrés par un jeune qui n'était pas dans les préparatifs de la marche. Il a voulu se joindre à nous ce jour J pour aller sur les lieux de la marche avec nous. Bon, étant jeune et surtout que je le connaissais, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me préparer un tel coup. Ne sachant pas qu'il était un indique de la police, nous avons fait chemin ensemble, ne sachant pas que déjà au niveau du rond-point où je devrais sortir, parce que toute la zone où je vis avait été quadrillée par la police, et du coup, partout où je pouvais sortir, je devrais être pris. La chance pour moi était que je ne suis pas sorti par le rond-point, parce que nous avions un point de rencontre avec d'autres amis où nous devions tous nous regrouper, les responsables du collectif, afin que nous puissions prendre le départ pour aller au rond-point de Mongali. Et pendant que je cheminais avec ce dernier, je ne savais pas qu'il était en train de renseigner au même moment la police. Et dès que nous sommes sortis sur le goudron, c'est un véhicule de la police qui est venu pour me bloquer la voie. Et des hommes armés en sont descendus, me pointant leurs armes et me prenant le téléphone, me demandant de monter dans le véhicule. Je suis monté et ils m'ont allongé de telle sorte que je ne sois pas visible. Et c'est ce qu'ils étaient eux-mêmes en train de dire.
qu'il fallait me couvrir de telle sorte que je ne sois pas vu par la population. C'est ce qui a été fait. Et de là, ils m'ont transporté au commissariat de Mfilou. Au commissariat de Mfilou, je suis allé trouver le colonel, bon, je ne connais pas son nom, mais c'est lui le patron de la zone Foix. C'est-à-dire, il coordonne, lui-même, il est au PSP Plateau, mais il coordonne le commissariat du PSP Plateau, ceux de Mukondo, celui de Mukondo et ceux de Mfilou. Donc, de là-bas, je l'ai rencontré, a commencé ma première série d'interrogatoires, et de là, nous sommes partis au commissariat central, où je suis allé rencontrer tout le haut commandement de la police qui m'attendait sur place. Et à notre avis, cette situation mérite une attention tout à fait particulière. Par la suite, nous avons appris que suite à tout cela, on a traité cela d'acte de rébellion, sinon d'appel à la haine. Non, ne faisons pas ça. Il faut que nous mettons en place les mécanismes du véritable vivre ensemble. Et curieusement, après ce schéma, nous apprenons qu'il a été reçu par le directeur général de la jeunesse, qu'il a été reçu par les ministres chargés de la jeunesse, et que maintenant on envisage une collaboration. Pourquoi cela ne s'est pas fait plus tôt? Mais est-ce que cela interdisait la réalisation de cette marche? C'est pour ça que nous nous demandons si le ministre de la Jeunesse et ses services ont pu les recevoir. Est-ce que ça veut dire que cette marche était inopportune, qu'elle n'était pas fondée et qu'elle était susceptible de troubles à l'ordre public? C'est pour ça que nous nous référons à quelques articles de la Constitution. Le premier article auquel nous nous référons, c'est l'article 25, qui garantit la liberté d'expression. Nous avons également l'article 27, qui garantit la liberté de manifestation dans les conditions prévues par la loi. Et nous avons surtout l'article 205 relatif à la force publique, qui dit que la force publique est apolitique. Elle est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Nul ne peut l'utiliser à des fins personnelles. J'ai fortement apprécié, dans le parcours qu'il a vécu dans les services de la police, qu'il ait pu nous apaiser en disant que lorsqu'il a rencontré le général Obami et tout, mais celui-là lui a prodigué beaucoup de conseils et a fini par lui expliquer que la police avait le devoir de respecter les lois et règlements de la République et ne pouvait donc pas permettre la réalisation de cette marche parce que la préfecture ne l'avait pas autorisé et qu'ils étaient obligés de se soumettre à cela. Donc, quand nous suivons ce parcours, quand nous suivons déjà ce que nous avons dit sur René Mokono, nous suivons ce que nous avons dit sur les Balou et certainement son équipe, nous souhaitons qu'un effort soit fait par les gouvernants pour qu'on respecte les lois et les règlements de la République. Et il ne faut pas que les autorisations ne viennent que lorsqu'il s'agit de soutenir le pouvoir ou les gouvernants en place. Il faut que ce soit l'expression de la vision des Congolais. Maintenant, le troisième aspect, plus important, que je vais aborder, c'est l'altercation qui a été vécue au niveau de l'Assemblée nationale entre le député Pascal Satima Biala et le président de l'Assemblée nationale. Je dis que c'est triste, véritablement triste, parce qu'il s'est agi au départ de l'interprétation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a amené Pascal Satima Biala, qui non seulement est sorti de la salle, mais qui, après être sorti de la salle, a eu un contact avec la presse pour donner sa part de vérité. Ce que nous avons retenu, c'est que Pascal Satima Biala a estimé qu'il y avait, en ce qui le concernait, une atteinte à sa liberté d'expression au niveau de la chambre basse du Parlement. Le deuxième aspect qu'il a soulevé, c'est le caractère partial du président de l'Assemblée au niveau de l'organisation des débats. Et vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Moi, j'ai posé 6 questions.
Je n'ai même pas encore abordé la deuxième question sur les forces armées. En ce qui armées. concerne la réplique, c'est 5 minutes. Lisez votre règlement intérieur. Mais non, mais moi j'ai posé ces questions. Alors, voulez-vous que je réponde pas aux questions? C'est la première. Le gouvernement peut faire 2 heures du temps, vous ne dites rien du tout. Et dès que les députés commencent à parler, et surtout c'est Satim Abdiala, vous m'empêchez de On parler. a posé 15 questions. Alors dites-moi de ne plus poser des questions. Nous voulons avoir un bon débat. C'est un problème. Quand les ministres viennent ici, ils ont leur papier fait par les experts, leurs experts. Mais c'est ce débat du face-à-face qui compte. Parce que sinon c'est un monologue. Les députés ont posé les questions avec leurs papiers sous les yeux, les ministres viennent parler avec leurs papiers, et puis après ça représente quoi? Il faut connaître ce débat, cet échange, et permettez que nous allions au fond. Sinon ça ne sert à rien. Sinon ça ne sert à rien. Moi je continue. Et l'autre point important qu'il a soulevé, qui retient notre attention, c'est que le président de l'Assemblée, qui semble être si rigoureux dans l'application du règlement intérieur, ne le respecte pas lui-même. Parce que Satim Abdiala a révélé aux Congolais que le président de l'Assemblée nationale n'a jamais veillé à accorder une importance à un aspect important, qui est celui de l'appurement des comptes de l'Assemblée, ce qui est extrêmement grave et qui pose le problème de la gouvernance, sinon de la mauvaise gouvernance. Faisant suite à cela, nous avons suivi l'intervention du Premier ministre, qui a déploré tout cela et qui a eu des mots forts pour relever avec force qu'il était regrettable que dans notre pays, que les lois soient contestées par ceux-là même qui les votaient. C'est extrêmement grave. Et en plus, il a tenu à souligner, toujours avec force, qu'il y avait un acte de rébellion qui était posé parce que le député Pascal Satim Abdiala était sorti de la salle. Et j'ai bien aimé que le Premier ministre insiste sur le fait que l'exécutif est chargé de l'application des lois et qu'ils y veilleront. C'est pour ça que j'interpelle le gouvernement. J'interpelle tous les gouvernants, tous les acteurs politiques sur le fait qu'en réalité, ce que le Premier ministre a déclaré, dans la pratique, rien ne se passe. Il y a un paradoxe entre ce qui se dit et qui se fait. Pourquoi je le dis? Chers téléspectateurs, je ne vous apprends rien en vous disant que ce soit la Constitution de 2002, que ce soit la Constitution de 2015, elle n'est respectée ni par les gouvernants, ni par les acteurs politiques. Il faut qu'on le note. Déjà, il faut que nous sachions que lorsqu'il y a eu le changement de constitution en 2015, cela s'est fait en flagrante violation des dispositions de la constitution de 2002 et surtout de l'acte constitutif et de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le deuxième aspect sur lequel je tiens à attirer l'attention du Premier ministre, son gouvernement déclare conforme des partis qui ne le sont pas. Et ce n'est pas normal. C'est une violation de la loi sur les partis et c'est une violation de la Constitution. C'est dans ce cadre que nous insistons que le Premier ministre est membre du bureau politique du Parti congolais du travail et que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il aurait dû être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis qui dit que lorsqu'il y a violation de la loi, le ministre de l'administration du territoire doit suspendre le parti concerné. Évidemment, le Premier ministre est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Le président de la République est président du Parti congolais du travail. Le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. À partir de ce moment, l'exécutif se retrouve dans une situation où ils sont dans l'incapacité d'appliquer la loi. Et je rappelle aux Congolais que lors du congrès du Parti congolais du travail en décembre 2019, les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire à la tête du Parti congolais du travail, ceci en violation de l'alinéa 2
de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Je vais encore donner une indication. Le Premier ministre doit le savoir. Depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et ces exemples sont légion. Donc, lorsque les Congolais suivent le Premier ministre dit avec force que l'exécutif veille à l'application des lois, nous lui rappelons que tous les gouvernants congolais sont dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ils ne sont pas en conformité avec la loi. Le disant, on a toujours attiré leur attention. Je dois rappeler au Premier ministre que s'agissant de la reconduction du président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire comme président du Parti congolais du travail, j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente et qui a choisi de transmettre la décision qu'elle avait prise au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'est pas réglé et c'est le silence total. Pour dire aux Congolais, pour dire aux téléspectateurs que nous avons un problème très sérieux. Nos gouvernants, nos acteurs politiques violent de façon permanente la Constitution et toutes les lois et règlements de la République dans l'impunité totale. D'ailleurs, je terminerai sur ce chapitre en disant, quand le président de la République prête serment, mais il y a un aspect où il déclare garantir la paix et la justice à tous. Comment l'exécutif peut-il expliquer qu'il y ait autant de dossiers, de scandaleux crimes économiques et financiers connus de tout le monde qui sont impunis dans notre pays? C'est pour ça que je profite de cette altercation qu'il y a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que la déclaration qui a été faite dans le message du chef de l'État de l'année 2023 où on disait que les institutions fonctionnent normalement et demeurent stables, en fait, on cache la réalité des choses au Congolais. Et je suis très heureux que ce débat entre un député et le président de l'Assemblée ait mis à nu le fait que l'Assemblée ne fonctionne pas correctement, qu'elle a des problèmes qui sont dissimulés. Et il est bon que la lumière soit faite, qu'une enquête soit ouverte et que le reste des problèmes puisse continuer. Je crois qu'il devra en être ainsi pour toutes les institutions de la République. Maintenant, s'agissant des sujets que j'ai introduits, je souhaite que les dispositions soient prises par les autorités pour que René Mokono, qui est un citoyen, qui est un membre d'un parti, l'UDH-Yuki, je n'entre pas dans les problèmes de l'UDH-Yuki, puisse retrouver sa liberté, puisse jouir de tous ses droits et qu'il sorte de la situation de clandestinité dans laquelle il se trouve et qu'il ne se considère pas en danger. Et je rappelle au gouvernement que l'article 15 de la Constitution dit clairement que tous les Congolais, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Et René Mokono a droit à la protection de l'État. S'agissant de Castelin Cédric Balou, je trouve que sa revendication est véritablement fondée. Les Congolais doivent veiller à ce que la Constitution soit respectée. Et cette Constitution prévoit la liberté de manifestation. Il n'est pas normal que la préfecture puisse refuser de donner l'autorisation de faire ce genre de manifestation comme si notre force publique, notre police n'était pas capable d'encadrer une telle marche et de faire en sorte que ça n'entraîne véritablement pas de troubles à l'ordre public. Donc, d'un côté, les gouvernants, ils veillent, c'est vrai, à la sécurité et aux autres choses, mais de l'autre côté, les citoyens doivent jouir de leurs droits, de leur liberté. Et un des droits qu'ils ont, une des libertés qu'ils doivent avoir, c'est le droit et la liberté
de manifester, de faire des marches, de faire des sittings, d'organiser des meetings. On ne devrait pas ne chercher à n'autoriser ça que lorsqu'il s'agit du pouvoir en place et s'opposer lorsqu'on suspecte. Encore que quand j'ai suivi le développement fait par M. Balou, il a parlé d'une dynamique pour la jeunesse Denis Sassou Nguesso en 2030. Donc on ne peut pas dire, c'est plutôt des propositions qu'il devait faire aux gouvernants. Et je crois qu'en cette année de la jeunesse, il ne faut pas décourager des jeunes qui ont de ce genre d'initiatives, parce que c'est en favorisant ce genre d'initiatives qu'il y aura le débat, qu'on fera le point. Et moi, je tiens à dire d'ailleurs au ministre de la Jeunesse, j'ai un regret, c'est celui d'avoir laissé déclarer l'année 2024 année de la jeunesse avant qu'on ait réalisé les états généraux de la jeunesse. Parce que cette couche qui est très importante pour l'avenir de notre pays a besoin d'avoir le contour et la situation réelle, que ce soit sur les 14 000 milliards, que ce soit sur la situation de la dette, que ce soit sur la situation de l'école, que ce soit sur la situation des bourses. Les problèmes, ils sont tellement nombreux pour cette couche que chaque fois qu'ils prennent l'initiative, je crois qu'il faut qu'ils soient entendus et qu'ils soient encouragés. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu aujourd'hui à venir sur ce problème du fonctionnement des institutions. Et je profite de la situation que nous connaissons à Ouesso, qui est une situation de tristesse, qui est une situation dramatique. J'ai écouté les cris de cœur de la mère de Sephora. Ça m'a véritablement touché et ça m'a véritablement donné l'envie de verser les larmes. C'est pour ça qu'encore une fois, j'interpelle les gouvernants pour leur dire, les Congolais sont véritablement préoccupés par les problèmes de sécurité dans notre pays. Il faut qu'il y ait un dialogue national qui doit se pencher sur ce problème et les Congolais doivent s'exprimer pour voir comment on doit le régler. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu aujourd'hui apporter ma contribution sur ce que j'ai appelé le fonctionnement des institutions ayant un lien avec les problèmes des droits et des libertés des citoyens. J'espère que ça peut lancer et que ça devrait lancer un débat très intéressant. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Ça sera probablement le samedi 27 mars pour un autre thème. Et je pense que nous aurons un thème qui va attirer, qui va retenir notre attention pour que nous soyons toujours debout et que nous soutenons cette dynamique. Mais je dois dire un mot sur un aspect qui me préoccupe et que vous savez que je suis assez souvent revenu là-dessus. Vous savez qu'avec Jean-Pierre Agnan-Ngoy, avec Enda Diogène Seni, nous avons le 20 mai 2023 lancé une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les responsables des scandales et crimes économiques, etc. Nous avons été très heureux dans cette démarche d'avoir été soutenus par une coalition citoyenne qui comprend entre autres des ONG comme l'OCDH, comme le MCC. Et je crois, j'ai vu à travers les réseaux sociaux, que cette coalition a lancé une pétition pour qu'elle soit soutenue afin qu'elle puisse collecter des fonds pour qu'on puisse parvenir à soutenir les avocats qui vont suivre ces affaires qui sont extrêmement importantes. Donc, j'en profite de cette émission pour, encore une fois, interpeller les Congolais pour qu'ils répondent positivement à cet appel, parce que cet appel permettra non seulement de faire cette poursuite, mais permettra aussi que l'on réussisse à faire entrer dans les caisses de l'État de l'argent qui manque tellement à notre État, parce qu'on parle assez souvent de modicité des moyens ou je ne sais pas quoi. Il est bon que les Congolais se lèvent. Il n'y a pas un montant qui est fixé. Si tu as 500 francs, tu peux donner. Si tu as 600 francs, 1000 francs, 5000 francs, 10 000, selon ton cœur. Donc, je lance un appel pour que cette plainte puisse être soutenue. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je la soutiens. Et je continuerai de la soutenir, puisqu'elle va dans le sens de ce que nous avons entrepris comme initiative, et nous continuerons de soutenir. Donc, c'est sur cette information que je termine notre émission Grand Angle de ce jour, en espérant que nous nous retrouverons le samedi prochain. Donc,
Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.